Call this meeting to order. Good morning. Bien, nous allons débuter la séance. Bonjour à tous, bienvenue à ce caucus ouvert. Nous nous concentrons sur la protection de données personnelles. Je m'appelle Art Eggleton, je suis sénateur de la région de Toronto. À mes côtés se trouve la sénatrice Raymonde Saint-Germain qui vient de Québec. Le caucus ouvert, c'est un forum pour encourager la discussion sur des enjeux d'importance nationale. Cette réunion est coparrainée par le groupe des sénateurs indépendants, par les libéraux du Sénat et par le bureau des représentants du gouvernement au Sénat. Par contre, je mettrai l'accent sur le fait que c'est une discussion non partisane qui est ouverte à tous. Donc, tous les députés, tous les membres du personnel, les médias et les Canadiens et Canadiennes peuvent y participer. On l'a vu avec les derniers scandales en matière de données personnelles avec Facebook et Cambridge Analytica. Le Canada doit renforcer ses protections statutaires en matière de données privées, contrairement à l'Union européenne qui a maintenant des règlements proactifs très stricts. Les lois fédérales canadiennes en matière de vie privée sont basées sur un système de plainte. Et ça ne s'applique pas non plus à la façon dont les partis politiques utilisent les données privées des électeurs. Le monde va vers une tendance de plus en plus numérique et parfois, ça peut être difficile de comprendre la portée et la nature de fuite de données. Nous avons donc un groupe d'experts pour savoir quel type de loi nous devrions avoir afin de nous assurer que nos données soient traitées de façon éthique et avec le consentement éclairé. Et comment pourrait-on nous assurer que nos lois en matière de vie privée au Canada incluent les partis politiques? Pour ce qui est de logistique, je veux vous dire que vous avez du café ou du thé qui est disponible. Nous avons également des interprètes. L'interprétation est disponible. Donc, vous avez des oreillettes à vos côtés. Le poste 1, c'est pour l'anglais. Le poste 2, c'est pour le français. Et nous encourageons également la participation du public. Si vous désirez commenter quelque chose ou même poser une question, vous pouvez avoir jusqu'à 3 minutes pour le faire. Je vous prierai d'utiliser le micro. Je vous prierai de laisser Sarah Daly, qui est notre coordonnatrice. Je vous prierai donc de lui dire que vous désirez commenter et elle va me le mentionner. Germain. Merci, sénateur Eggleton. Merci aux collègues sénateurs et sénatrices présents en cette période intensive. Nous apprécions particulièrement la priorité que vous avez accordée à notre événement et bienvenue à l'auditoire, très nombreux ce matin. Selon les résultats du sondage auprès des Canadiens sur la protection de la vie privée en 2016, 90% des répondants ont exprimé une certaine préoccupation au sujet de la protection de leurs données personnelles. Et parmi les personnes sondées, 74% estiment que leurs renseignements personnels sont moins bien protégés au quotidien qu'il y a 10 ans. Les Canadiens ne possèdent pas le droit explicite de demander que les moteurs de recherche désindexent, c'est-à-dire suppriment ou corrigent les renseignements inexacts qui les concernent, alors que l'Union européenne reconnaît le droit à l'oubli. Présentement, nous avons devant nous le projet de loi C-76 qui est déposé et qui obligerait les partis politiques à publier leur politique de protection des renseignements personnels et de préciser la manière dont ils recueillent de tels renseignements. Alors, on le voit, le défi de protection des données personnelles comporte plusieurs volets. D'une part, le secteur privé, qu'il ne faut pas oublier, se nourrit désormais goulûment d'informations recueillies auprès des consommateurs que certaines entreprises utilisent parfois même comme marchandises. D'autre part, les gouvernements utilisent eux aussi des renseignements personnels dans l'objectif d'établir des programmes et de fournir des services publics, qui est un objectif louable dans la mesure où il n'y a pas d'usurpation de l'utilisation de ces données. Alors, notre vie peut-être est justement de moins en moins privée, et cela même si nous avons au Canada un cadre législatif qui est censé protéger les renseignements personnels. Au-delà d'examiner et de réviser les lois, il faut que soient développées des capacités techniques et des outils technologiques qui permettront de mieux appliquer les normes en vigueur. Finalement, il faut peut-être aussi se demander si, comme société et comme personne, notre manque de connaissances au sujet des principes de protection de la vie privée ne nous rend pas
dans une certaine mesure, artisans de notre propre malheur. Ce matin, nous avons 4 panélistes fort qualifiés qui vont nous éclairer sur ces questions. Alors, je les remercie d'avoir accepté notre invitation et sans plus tarder, nous allons leur laisser la parole. Alors, Sénateur Eagleton. Well, we have Nous avons 4 témoins, si vous voulez, aujourd'hui, qui ont différents points de vue quant à cet enjeu. Je peux présenter notre premier témoin qui vous parlera un peu. Donc, Daniel Terrien, qui vient d'être nommé commissaire à la protection de la vie privée. Il a été nommé en 2014 après avoir travaillé au service des Canadiens pendant 3 décennies en tant qu'avocat auprès de divers ministères fédéraux. Et à titre de commissaire, il enquête sur des plaintes déposées par des Canadiens qui estiment que leurs droits de la personne ont été bafoués et fait rapport au Parlement pour indiquer si les 2 lois canadiennes sur la protection de la vie privée ont été transgressées. Son mandat vise fondamentalement à accroître le contrôle qu'ont les Canadiens sur les renseignements personnels. Le sénateur Eagleton, sénateur Saint-Germain et autres sénateurs, sénatrices à la table ce matin. Alors vous avez décrit la problématique d'une façon très générale et il me fera plaisir de discuter de questions au-delà des 2 questions précises de mes remarques. J'avais pensé axer mes remarques d'une part sur l'application ou non des principes de vie privée aux partis politiques, en raison évidemment du dépôt du projet de loi C-76 et des répercussions possibles de l'affaire Facebook Cambridge Analytica. Et finalement parler de la vie privée par rapport aux organisations commerciales, puisque nous avons déposé un rapport l'automne dernier sur ce sujet. Mais s'il y a des questions qui débordent sur l'application de la vie privée au secteur public, évidemment, ça me fera plaisir de répondre à des questions là-dessus aussi. Alors, les allégations au sujet d'une utilisation non autorisée des renseignements personnels de 50 millions d'utilisateurs Facebook sonne l'alarme d'une crise pour le droit à la vie privée. Non seulement la confiance des consommateurs a été mise à mal, mais aussi celle des citoyens à l'égard des processus démocratiques. Il est maintenant évident que les renseignements personnels peuvent faire l'objet d'analyses à des fins bien plus insidieuses que pour le marketing. Le commissariat a lancé une enquête officielle sur Facebook et nous devons bien entendu faire preuve d'impartialité et nous abstenir d'anticiper les résultats. Néanmoins, les allégations mettent en lumière les lacunes de nos lois sur la protection de la vie privée. Les Canadiens veulent profiter des nombreux bienfaits de l'économie numérique, mais ils s'attendent à juste titre à ce qu'ils puissent le faire tout en sachant que leurs droits seront protégés par des lois efficaces et que leurs renseignements personnels ne seront pas utilisés contre eux. L'autoréglementation est de toute évidence insuffisante et on peut avoir une discussion à savoir si on est dans un état d'autoréglementation au Canada. Il y a une loi, mais elle est très permissive pour ce qui est de l'utilisation des renseignements. Même les grandes entreprises technologiques, Facebook, Apple, d'autres, le constatent ouvertement à présent. L'autoréglementation, son temps est terminé. Les lois canadiennes relatives au respect de la vie privée sont dépassées et ne sont plus à la hauteur de la tâche à accomplir. Nous avons donc un besoin, à mon avis, urgent de lois modernes pour nous protéger en tant que citoyens et en tant que consommateurs. Pour ceux qui ont la présentation PowerPoint, je passe à la diapo numéro 2. En ce moment, par exemple, les partis politiques fédéraux ne sont pas assujettis aux lois sur la protection de la vie privée. Cette situation est, à mon avis, inacceptable. Le Canada doit également agir devant la gravité d'allégations selon lesquelles les renseignements personnels des électeurs font l'objet d'analyses visant à influencer les processus démocratiques. Soumettre les partis aux lois de la vie privée ne serait pas toute la solution, mais ce serait un pas dans la bonne direction. Il faut également considérer que l'information au sujet de nos opinions politiques est très sensible et doit donc être protégée. C'est un fait reconnu dans plusieurs pays, y compris en Europe, en Nouvelle-Zélande et en Colombie-Britannique, entre autres, Hong Kong aussi. J'ai entendu des politiciens fédéraux dire qu'ils acceptent que les partis politiques devraient être assujettis aux lois relatives au respect de la vie privée, tout comme les entreprises commerciales et les ministères du gouvernement. D'autres politiciens, comme les ministres Bryson et Gould, semble-t-il, craignent que cela nuirait aux communications entre les partis et les électeurs.
le gouvernement semble penser que la situation des partis et des compagnies n'est pas la même. C'est possible, mais je n'ai pas encore vu de preuve à cet effet. Il est donc possible que cette preuve existe, mais elle n'a pas été présentée ni à moi, ni tellement dans le domaine public, me semble-t-il. La démocratie semble toujours florissante, en plus, dans les pays ou les administrations où les partis doivent se soumettre aux lois relatives au respect de la vie privée. Entre autres, encore une fois, des pays en Europe de l'Ouest ou dans la communauté européenne, dans l'Union européenne en général, et au Canada, en Colombie-Britannique. Je passe maintenant à la diapo numéro 3. Il importe peu d'identifier la loi précise ou trouver les règles en matière de protection de la vie privée. Ce pourrait être dans la loi électorale, la loi sur la protection de la vie privée dans le domaine commercial, la LPR-PDE, ou une autre loi. Ce qui importe, c'est que des principes de protection de la vie privée reconnus à l'échelle internationale et non pas des politiques définies par les partis, soient intégrés dans la législation nationale et qu'un tiers indépendant, possiblement le Commissariat à la protection de la vie privée, puisque nous avons une expertise en la matière, ait l'autorité de vérifier la conformité par les partis aux politiques en question. Diapo numéro 4. Privacy risks are also growing in the business world. Les risques liés à la protection de la vie privée sont également en hausse dans le monde des affaires. Les renseignements personnels occupent une place centrale dans les nouveaux modèles d'affaires en ligne et jouent un rôle essentiel dans les avancées concernant l'utilisation des mégadonnées et l'intelligence artificielle, ce qui est essentiel pour le développement économique du pays. La confiance visant à permettre à l'économie numérique de croître repose sur l'existence d'un cadre juridique approprié. D'abord et avant tout, une loi moderne protégerait mieux les Canadiens, mais elle obligerait également aux entreprises la sécurité juridique dont elles ont de plus en plus besoin dans un environnement de plus en plus complexe. C'est une certitude qu'elles n'ont pas lorsqu'elles s'appuient sur une notion de consentement si élastique qu'elle devient vulnérable aux contestations. Nous avons besoin d'un cadre législatif et qui exige un consentement véritable et éclairé comme règle générale. Toutefois, le consentement ne sera pas toujours possible dans le monde des mégadonnées et de l'intelligence artificielle où les renseignements personnels sont utilisés à des fins qui ne sont pas toujours connues lors de leur quête initiale. Dans ces situations, les organisations ont un rôle important à jouer dans la gestion responsable des renseignements personnels. Dans cette optique, la loi devrait permettre au commissariat, à titre de tiers indépendant, de se rendre dans une organisation et de vérifier si cette dernière respecte les principes de la protection de la vie privée et ce, sans devoir au préalable soupçonner qu'il y a eu violation de la loi. De telles inspections ont lieu dans d'autres domaines réglementés. Pourquoi nos renseignements personnels ne méritent-ils pas la même protection? Le moment est aussi venu de conférer au commissariat le pouvoir d'émettre des ordonnances et d'imposer des amendes contre ceux qui refusent de se conformer à la loi. Nous devons être plus efficaces. J'ai constaté avec plaisir que le comité parlementaire a récemment publié un rapport réclamant des changements en profondeur à la loi fédérale sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et j'exhorte le gouvernement à donner suite à ce rapport. Une très grande majorité des Canadiens sont préoccupés du fait que la révolution numérique porte atteinte à la vie privée, comme l'a dit la sénatrice Saint-Germain. Les récents événements ne font rien pour les rassurer. Les Canadiens méritent mieux que cela. Ils méritent des lois sur la vie privée adaptées au monde numérique du 21e siècle. Merci, Monsieur le Commissaire. Alors, j'ai le plaisir maintenant de vous présenter Mme Valerie Steeves, qui est professeure titulaire au département de criminologie de l'Université d'Ottawa. Elle a donné de nombreuses conférences et écrit plusieurs articles sur l'utilisation des technologies de réseautage par les jeunes et elle est experte en droit de la vie privée. Elle est la chercheure principale du projet eQuality, un partenariat de 7 ans qui est financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, ainsi que la chercheure principale du projet de recherche Jeunes Canadiens dans un monde branché. Les deux projets portent sur les effets des nouveaux médias sur la vie privée et les relations sociales des jeunes. Alors, Mme Steeves, à vous la parole. Thank you very much and for the opportunity to be here today. Merci, je suis très heureux d'être ici parmi vous. Sénateur Eggleton, vous avez parlé de ces failles dans le cadre réglementaire canadien. Vous avez dit qu'il faut avoir des règlements stricts et proactifs en matière de vie privée comme l'a fait l'Union européenne récemment. Tout d'abord, je veux expliquer pourquoi ça ne peut pas fonctionner ici, ça ne peut pas exister. Les règlements, les lois européennes se sont basées sur des
principes en matière de vie privée, ce n'est pas juste une question de contrôle d'information, c'est également une partie essentielle de la gouvernance dans tout système démocratique. Et c'est un droit de la personne. Ça a toujours fait partie de nos discussions. Lors de la création de la LPR-PDE, le Comité permanent des ressources humaines a dit que la LPR-PDE était une partie de la solution, mais que ce n'était pas une panacée. Il fallait avoir des dispositions additionnelles pour nous assurer que le consentement, c'était une exigence de base. Nous avons entendu différentes préoccupations à l'époque au sein du comité, mais c'est des préoccupations qu'on entend depuis plusieurs décennies. Donc, il y a toutes ces dispositions très larges de consentement quand on veut publier une photo sur Facebook. Et nos données peuvent être utilisées à fin secondaire ou même tertiaire. Nous avons vu ce qui s'est passé avec Cambridge Analytica. Cela montre qu'un manque de consentement devient en fait presque sans intérêt quand les données vont un peu partout sans qu'on puisse les contrôler. On ne sait même pas ce qui se passe avec nos données. La recherche montre que les organisations ont de la difficulté à avoir de bonnes politiques en matière de vie privée. Souvent, ces règlements sont très, très vagues. Il y a un manque de transparence, mais c'est compliqué aujourd'hui avec les algorithmes et avec tous les systèmes. Et ceux qui créent les programmes ne peuvent même pas expliquer d'où viennent les données et comment les profils ont été créés. Donc, ça devient très, très difficile de parler de consentement à ce moment-là. Pour ce qui est de ce point de vue de des droits de la personne, va au-delà du consentement, car ça nous permet d'examiner le but de l'utilisation des données. On s'est basé sur le plan original de Alan Weston, qui a été créé dans les années 1970. Mais nous, ce qu'on doit faire, c'est de nous assurer la reddition de comptes afin de pouvoir travailler de concert à titre de société. Nous devons parler des bons points, des mauvais points, des conséquences positives ou négatives. La protection des données était censée être une dernière étape, une étape de secours. Donc, si la surveillance est acceptable, mais il faut que tout le monde puisse y avoir accès à leurs données. Mais le problème, c'est que nous avons différentes failles présentement, car nous n'avons pas nécessairement suivi les premières étapes. Nous devons avoir des mécanismes qui nous permettent de réévaluer les points négatifs et les points négatifs en matière de données. Les entreprises de données ont eu presque libre cours. Et quand on a entendu parler du scandale de Cambridge Analytica, tout le monde semblait surpris, mais cela s'aligne avec le modèle de Facebook et c'est tout à fait constant avec le modèle d'affaires de toutes ces entreprises qui ont la présomption qu'elles peuvent recueillir autant de données que possible sur autant de personnes que possible pour aussi longtemps qu'elles le désirent, pour ensuite créer des profils qui leur seront profitables, car ça peut également être transféré à d'autres organisations qui voudraient utiliser ces données pour cibler un certain comportement. Cette supposition que le système fonctionne s'est fondée sur de mauvais arguments. Il y a eu plusieurs preuves qui sont apparues au cours des dernières années. Il y a donc le profilage, les méthodes de profilage de Cambridge Analytica. Ça ne fonctionne pas très bien. Et ça ne fonctionne plus lorsque les partis politiques utilisent les mêmes tactiques. Mais d'utiliser ces données de cette façon, cela a des vraies répercussions. D'abord, lorsque les gens savent qu'ils sont surveillés, ils se cachent. Et je pense que la recherche montre cela. Nous parlons de Facebook, des médias sociaux, etc. Ça nous permet de voir comment la société interagit. L'année dernière, nous avons mené des entrevues avec différents adolescents partout au pays. Ça a été financé par le commissariat à la vie privée. On voulait savoir quel était le processus de décision des jeunes lorsqu'ils mettaient des photos en ligne. Ils ne mettent pas des photos d'eux, ils mettent des photos qui pourraient générer un intérêt. Les jeunes ne mettent pas des photos d'eux-mêmes parce qu'ils ne veulent pas être jugés. Alors, on pense que les données qui sont mises dans le système créent un vrai profil, mais ce n'est pas le cas. Et c'est problématique déjà du point de vue de la publicité, mais quand on utilise ces algorithmes
pour prendre des décisions, savoir qui commet des actes criminels et qui va voter pour qui. Alors là, c'est une toute autre histoire. Il pourrait y avoir plusieurs conséquences non voulues en raison de ces suppositions erronées. Aussi, l'autre préoccupation, et le commissaire en a parlé, lorsqu'on a l'impression, si les gens ont l'impression que des tactiques trompeuses sont utilisées, alors les gens perdent confiance. On le voit avec les données. En 2000, lorsqu'on a parlé aux enfants, ils nous ont dit on a confiance envers les entreprises. En 2007, tout cela avait changé. On voyait les compagnies comme n'étant pas, en fait, dignes de confiance. Alors, lorsque ces compagnies utilisent des tactiques trompeuses, cela mine la confiance. Je pense que les partis politiques doivent faire attention par rapport à leur utilisation des données. Les partis politiques ne doivent pas être perçus comme utilisant des tactiques trompeuses parce que cela pourrait avoir une incidence négative sur notre système de gouvernance. Les 3 mesures correctives qui pourraient être prises suite au scandale de Cambridge Analytica, ce serait donc d'assujettir les partis politiques à la LPR-PDE. On a pu voir que cela fonctionnait, en tout cas en Colombie-Britannique, cela a connu un certain succès à créer une reddition de comptes. La LPR-PDE a été conçu pour justement offrir une certaine souplesse et pour pouvoir s'appliquer à différents contextes organisationnels. Il y a déjà des extensions pour les données publiques, par exemple le bottin téléphonique, des sources de données importantes et légitimes pour les partis politiques. Aussi, je crois que si nous décidons d'assujettir les partis politiques à la LPR-PDE, je pense qu'il faudrait invoquer l'article 5 pour établir des règles de base. L'article 5 indique que les données peuvent être colligées pour des buts qui seraient considérés comme étant légitimes par la population. Alors, les partis politiques ont besoin de données pour pouvoir organiser leur campagne politique. C'est censé, tout le monde le reconnaît. Toutefois, il est inapproprié pour les partis politiques de faire du micro-ciblage des électeurs. Cela mine le processus démocratique. On pourrait invoquer l'article 5 dans ce cas-là. Je pense qu'il est important de le faire, surtout lorsqu'on voit que ces algorithmes utilisent des données publiques provenant des médias sociaux. C'est la raison pour laquelle le logiciel Nation Builder et d'autres, en fait, ont été reconnus comme étant en violation des lois de protection des renseignements personnels, par exemple la GDPR. Je pense qu'il est déraisonnable et inapproprié pour les partis politiques de vendre leurs données. Il me semble que personne ne le fait. C'est une mauvaise idée. Alors, il faut dire que c'est inapproprié. Aussi, entre-temps, les partis politiques pourraient s'asseoir ensemble et créer un code de pratique commun afin d'établir des règles communes pour tous et établir des protections minimales pour tous. Je me réfère au travail qui a été fait par M. Bennett, mon collègue, à cet égard. Aussi, j'aimerais donc dire qu'il faut plus de pouvoir de mise en application pour le commissaire à la vie privée. Sans pouvoir d'application, le cadre réglementaire ne permet pas de bien protéger la vie privée. On a l'impression d'avoir de la protection, mais cela ne fait rien du côté de la surveillance. Aussi, si on veut vraiment bien faire les choses, il faut revenir aux concepts fondamentaux et réitérer notre engagement envers les droits de la personne. Un excellent travail a été fait à la fin des années 90 et au début des années 2000. Le Feinstein Privacy Charter, qui a été déposé ici même au Parlement, doit être revu. Nous avons aussi les leçons tirées du GDPR et aussi la jurisprudence, les précédents nous provenant
de l'Europe en matière de protection de la vie privée. Il nous faut prendre un recul et réitérer notre engagement envers la protection de la vie privée à titre de droit de la personne. Cela nous permettrait d'éviter certains des problèmes mentionnés par le commissaire à la vie privée. Merci. Merci. Deux excellents exposés. Nous allons maintenant entendre deux autres exposés. D'abord, Avner Levin, un professeur et doyen par intérim à la Ted Rogers School of Management de l'Université Ryerson à Toronto. Ses recherches portent sur la protection et la réglementation juridique des renseignements personnels, tant au pays qu'à l'étranger. Cette toute dernière publication, est-ce que l'ère de la vie privée est arrivée à sa fin? Cela a été paru dans le Canadian Journal of Law and Technology. Monsieur Levin, merci. Bonjour. D'abord, j'aimerais remercier le sénateur Eggleton de m'avoir invité à venir participer à la discussion en panel. Je suis ravie d'être ici et de participer à cette importante discussion. En même temps, je dois dire que je suis ici. Je suis un peu cynique, en fait. Le Canada débat de la réforme à cet égard depuis des années sans rien faire. Nous avons le commissaire ici à la vie privée et a demandé des pouvoirs réglementaires depuis des années, et ce, en vain. Alors, il n'y a pas eu d'action de la part de quelques partis politiques que ce soit. Il me semble que nous n'aurions pas de loi au pays si ce n'était pas en raison du commerce avec l'Europe. Nous avons la LPR-PDE qui a été adoptée au début des années 2000 et la GDPR aussi en Europe. Je ne veux pas parler des lois canadiennes ou européennes ici. Vous avez des panélistes experts en la matière. Mais soyons honnêtes, il s'agit d'un enjeu de volonté politique et de droit. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est de vous fournir des propositions aujourd'hui qui pourraient être mises en place immédiatement pour ce qui est de la réglementation de Facebook et d'autres compagnies similaires et qui pourraient aussi s'appliquer aux partis politiques. Alors, revenons à notre grand ennemi, Facebook. Ceux qui pensent que le libre marché permettra de réglementer ce domaine attendront longtemps. Même le scandale de Cambridge Analytica n'a pas eu d'incidence sur la valeur de Facebook. Les actions ont perdu un peu de valeur il y a quelques mois, mais cette perte a été récupérée et la valeur est revenue à la normale. On voit que la vie privée et la protection des données ne sont pas des éléments importants dans le cadre du libre marché. Mais je crois donc qu'il faut plutôt opter du côté de la réglementation. Moi et d'autres avons donc fait part de nos préoccupations par rapport à Facebook depuis plusieurs années. Rien n'a changé. J'ai d'abord écrit sur la question 2009. J'aimerais parler de ce que Facebook pourrait faire. Il pourrait changer son modèle d'affaires, comme Dr. Steve l'a indiqué, et offrir différentes options d'abonnement à ses utilisateurs. Facebook pourrait continuer à offrir une option gratuite. Bien sûr, je comprends que certaines personnes, peut-être beaucoup de personnes, se préoccupent peu du fait que Facebook peut faire du profit sur leur dos et changer le résultat des élections. Facebook devrait nous offrir une version sans publicité. Les utilisateurs paieraient des frais d'adhésion assez bas. Cette version n'empêcherait pas Facebook de faire du profit avec les renseignements personnels. On ne verrait tout simplement pas de publicité. J'imagine que certains utilisateurs seraient prêts à payer, tout comme les gens le font pour des applications. Facebook croit que cela permettrait en fait, de réduire les pressions et de réduire le besoin d'une réglementation. Ce que Facebook n'a pas envisagé, en tout cas pas publiquement, mais ce que Facebook devrait faire, je crois, on devrait exiger, en fait, que Facebook fournisse une version sans information. Donc, pas de publicité et pas d'utilisation des renseignements. Ce serait une version payante et Facebook, en fait, s'engagerait à ne pas utiliser vos renseignements. Les renseignements ne seraient pas agrégés, rendus anonymes, partagés, traités et utilisés pour établir un profil. Ces renseignements ne feraient plus partie du modèle d'affaires de Facebook.
Il est intéressant de se demander combien Facebook pourrait facturer pour un tel service. Étant donné que Facebook aurait engrangé des profits de 40 milliards de dollars américains à partir de la publicité l'année dernière et qu'il a environ 2 milliards d'utilisateurs, il semble que Facebook, en fait, engrange des profits de 20 dollars américains par année par utilisateur. Alors, il me semble que si on me facture 2 dollars par mois, cela me permet, en fait, de m'assurer que mes renseignements ne sont pas mal utilisés. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas une telle version? Je vous demanderais pourquoi est-ce que vous ne forceriez pas Facebook à offrir une telle version? Une version où on n'utiliserait pas vos renseignements personnels, une version à 2 dollars par mois. Une autre proposition fait quelque chose que Facebook pourrait faire sans le besoin d'une réglementation, mais qu'il ne fera sûrement pas, ce serait de surveiller le contenu. Il y a plusieurs opinions très fortes. Il y a les implications du côté de la Constitution, la censure, etc. En fait, la surveillance se fait du côté de la protection de la propriété intellectuelle. Et ça, c'est parce que le droit, surtout aux États-Unis, exige une telle surveillance. Les entreprises peuvent être reconnues coupables d'avoir volé la propriété intellectuelle d'une autre compagnie. Facebook aimerait être perçu comme étant un utilisateur passif. Vous mettez de l'information et quelqu'un les utilise au passage. Mais tout cela est fait de façon très consciente, en fait. Vous savez, dans des établissements d'enseignement, vous ne pouvez pas afficher de l'information sans avoir obtenu l'information au préalable. Sinon, cette information sera retirée. Facebook n'est pas assujetti. En fait, il faut assujettir Facebook à une certaine responsabilité. Mais Facebook n'est pas réglementé au Canada. Certaines lois ont été adoptées aux États-Unis, le FOSTA et le SESTA, donc pour s'en prendre au trafic du sexe en ligne et aux trafiquants de sexe. Donc, les entreprises, par exemple, Craigslist, enlève les publicités liées aux services sexuels immédiatement. Pour revenir à ce que la sénatrice Saint-Germain a dit, on a demandé à Google de retirer de l'information en vertu de la disposition du droit d'être oublié du GDPR. On force les entreprises à se conformer à des décisions juridiques grâce à des outils technologiques. Un processus a été créé pour enlever les renseignements personnels en ligne en Europe. Ma deuxième suggestion pour vous, c'est de rendre Facebook responsable des préjudices causés par l'affichage de certains renseignements. Pour les commentaires diffamatoires, pour les commentaires liés à la vie privée, etc. Et je serais ravie de discuter de ces deux options pendant la période de discussion, si cela vous intéresse. Pour le moment, j'aimerais répondre à la deuxième question, la question de l'exemption des partis politiques de la loi. Certains, au pays et à l'étranger, ont fait des recherches sur la question, y compris le Dr. Steve. Alors, je ne vais pas m'éterniser sur la question, mais voici ma réponse. Bien sûr, il faudrait assujettir les partis politiques aux lois sur la vie privée. J'aimerais qu'on prenne des mesures à cet égard. J'ai collaboré récemment avec des collègues israéliens, le professeur Michael Bernack, sur donc la protection par défaut. On pourrait prévoir le tout dans les outils technologiques. C'est déjà prévu dans le GDPR. Michael a fait des recherches pour voir si on peut prévoir une protection par conception. Les partis politiques reçoivent des données de la part des bases de données et de la part d'autres sources à des fins politiques. Un processus a été mis en place et on donne aux partis politiques d'enseignement
électoraux tout en les assujettissant à la loi. On leur permet de mener des activités en fonction des bases de données tout en protégeant les renseignements personnels. Alors, les partis politiques ne devraient plus être assujettis aux lois. J'aimerais conclure en disant que je suis cynique et peut-être un peu frustrée, mais je suis ici aujourd'hui parce qu'il faut continuer d'entretenir de l'espoir. Merci. Thank you so much, Dr. Levine. Merci, Monsieur Levin. Vous avez merci de vos remarques sur le cynisme au début et à la fin de votre exposé. Vous n'êtes pas le seul. Privilège de vous présenter M. Adam Kardash, qui est un chef de file reconnu du milieu juridique canadien dans le domaine de la protection de la vie privée et de la gestion des données. Il dirige le groupe de pratique nationale sur la protection des renseignements personnels et la gestion d'informations d'Osler. Il a agi à titre de conseiller principal dans le cadre de nombreux mandats d'envergure en matière de protection des renseignements personnels au Canada. Il conseille des instances qui figurent dans le classement de Fortune 500 relativement à des questions liées à la protection des données, à des initiatives en matière de conformité et à la gouvernance des données. Il représente régulièrement des organisations dans le cadre d'enquêtes qui sont menées par les autorités de réglementation et de dossiers liés à l'atteinte de la sécurité. Alors, à vous la parole, M. Kardash. Good morning. Bonjour. D'abord, j'aimerais vous remercier, Monsieur le Président, de me donner l'occasion de venir vous adresser la parole aujourd'hui. Et merci de vos remarques liminaires. Je m'appelle Adam Kardash. Je suis ici à votre demande à titre personnel, à titre de président du groupe de gestion des données de la vie privée Hoskin et Harcourt. Et ce matin, j'aimerais vous parler de mon expérience, c'est-à-dire la pratique du droit de la vie privée au cours des 15 dernières années. J'ai conseillé de grandes entreprises, des multinationales et des petites entreprises également, et ce, dans tous les secteurs de l'industrie. Dans la plupart des cas, les entreprises veulent faire la bonne chose parce que la confiance est devenue un élément fondamental. Et je suis ici aussi à titre d'avocat du Interactive Advertising Bureau of Canada, une organisation sans but lucratif vouée à la promotion du marketing numérique. Vous demandez de quelle réglementation nous avons besoin pour protéger les données personnelles de façon éthique, transparente et avec un consentement éclairé. Eh bien, le secteur privé est maintenant régi par la LPR-PDE. Il y a bien sûr certains défis liés à l'application de cette loi, étant donné l'environnement des données en évolution. Et il est clair que, en fait, cette loi fonctionne bien. C'est un bon modèle efficace qui permet aux organisations de bien protéger l'information et d'offrir des services, des produits, des caractéristiques novatrices. Et le succès de cette loi, la raison pour laquelle cette loi peut nous permettre de continuer à nourrir l'innovation, en fait, repose sur les caractéristiques du cadre réglementaire actuel. La loi, en fait, vise à établir un équilibre entre les intérêts des personnes qui sont importants, mais aussi le besoin légitime des organisations de pouvoir traiter des renseignements personnels dans le cadre de leurs activités. La LPR-PDE a été fort efficace car ça a été écrit de façon non prescriptive, de façon technologiquement neutre, et donc c'est très bien ficelé pour traiter de nouveautés en matière de vie privée avec tous ces développements technologiques. Nous avons de nouveaux enjeux qui sont soulevés tous les jours, donc c'est bien d'avoir une loi du genre. De plus, la LPR-PDE est souvent considérée comme étant une loi fondée sur le consentement. Suite à mon expérience en aidant des entreprises, j'aimerais revenir à ce que Mme Staves avait dit quant aux entreprises qui avaient libre cours.
Ce qui est très important dans la LPR-PDE, c'est ce modèle de reddition de comptes. Donc, il comprend des règlements qui comprennent tout le cycle de vie d'une organisation et de son processus de renseignement personnel. Donc, la LPR-PDE est là dès la création d'une entreprise. Et en fait, ce n'est pas un libre cours. Nous avons tout un modèle, tout un cadre réglementaire. Donc, ce n'est pas à libre cours. Le consentement est à l'épicentre de la LPR-PDE, tout comme les membres du comité des ressources humaines le savent. Les amendements à la LPR-PDE ont fait l'objet d'un rapport à la Chambre des communes au comité de l'éthique en février et ça inclut 19 recommandations. Parmi les recommandations du comité, 2, entre autres, concernaient le consentement. Donc, on demandait de réaffirmer le consentement comme étant l'élément central de la LPR-PDE et également l'option pour le consentement devrait être une option de défaut pour toute utilisation de renseignements personnels pour but secondaire. Le gouvernement considère sa réponse maintenant suite au rapport du comité de l'éthique et les amendements potentiels à la LPR-PDE. Comme l'a dit le commissaire et ce panel, nous en sommes à considérer les limites du consentement. C'était la seule limite légale, mais le consentement actuel dans la LPR-PDE demeure viable et pratique. Cela prévoit que les organisations qui désirent collecter des données personnelles doivent utiliser une approche basée sur le bon sens, le pragmatisme et une certaine souplesse. Par contre, avec l'intelligence artificielle qui fait une révolution en matière de processus de données, nous avons là une occasion à saisir. Nous pouvons penser aux circonstances où il serait approprié d'avoir une autre option pour le processus légal dans le but de ne pas avoir trop de fardeau en matière de consentement. Les concepts de permission et de contrôle individuel des données personnelles sera toujours à l'épicentre de toute protection de vie privée, mais les recommandations du comité de l'éthique pour une option de consentement par défaut large pour tout usage secondaire de données semblent aller dans une direction opposée par rapport aux tendances mondiales. Il y a des cas à multiples utilisations, on les voit tous les jours. Parfois, c'est tout à fait légal. Je pense à des entreprises d'analyse de données qui veulent simplement comprendre le comportement de leurs clients, ce qu'on fait depuis 40 ans, 50 ans. Toutes les entreprises font cela, qu'elles soient petites ou grandes. Si vous imposez un consentement, ce serait non pratique et ce serait en fait impossible de mettre en œuvre une telle option. Et je serais heureux de vous donner davantage de détails à ce sujet. Si on n'a pas suffisamment de nuances et si on n'a pas des autorités légales alternatives pour les renseignements personnels, j'ai l'impression qu'un tel amendement n'aiderait pas l'innovation. Pour ce qui est de l'autre enjeu, à savoir si nos lois devraient être plus larges pour inclure les partis politiques, je suis tout à fait d'accord. Pour avoir des lois en matière de vie privée efficaces au pays, nous devons avoir une certaine uniformité dans tous les secteurs. C'est une question de politique publique. C'est très important d'être tous sur un pied d'égalité, que ce soit pour le secteur privé ou le secteur public, donc pour tout ce qui concerne les renseignements personnels. Le projet de loi C-76, s'il est adopté, demanderait aux partis politiques d'adopter une politique en matière de vie privée et celle-ci devrait être publiée sur leur site web. Certaines personnes devraient être désignées si jamais il y avait des problèmes au sein du parti. Mais le projet de loi ne suggère pas de telle protection. Contrairement à la LPR-PDE, il n'y a aucune exigence dans le projet de loi C-76 concernant la collecte, l'utilisation ou la divulgation de renseignements personnels. Aucune limite quant à la rétention de renseignements personnels. Il n'y a pas d'obligation de dire à une personne si ses données ont été volées. Il n'y aurait pas de surveillance indépendante
quant aux pratiques de gestion de données. Donc, il n'y aurait aucune limite quant à ce que les partis politiques pourraient faire avec des renseignements personnels. Donc, étant donné le caractère sensible des renseignements personnels qui pourraient être détenus par les partis politiques, selon moi, il devrait y avoir des normes en matière de vie privée auxquelles les partis politiques devraient se conformer. Je vais conclure ici. Je vous remercie. Merci de m'avoir invité et je serai heureux de répondre à toutes questions. Merci beaucoup. Bon, alors, voilà. Vous avez entendu nos 4 témoins. Nous pouvons maintenant avoir une période de questions avec les sénateurs. Peut-être que nous pourrons avoir une autre période de questions par la suite. Si vous voulez vous adresser à un témoin en particulier, n'hésitez pas à le faire, mais peut-être que d'autres témoins voudraient commenter également. Donc, tant qu'on n'est pas trop redondant, ça devrait aller. J'aimerais rappeler au public que Sarah peut inscrire votre nom sur une liste d'orateurs si jamais vous désirez poser une question. Cela étant dit, nous allons commencer avec le sénateur Massicotte. Madame, tous nos experts. Quelque chose de très pratique et très récent, je pense, M. Terrien, la semaine passée ou la semaine avant, vous étiez témoin devant le comité de Banque et Commerce ou qu'il y a un projet de loi qui est devant nous présentement qui donnerait l'autorité aux banques de partager l'information confidentielle qu'elles ont reçue de notre part avec les e-finance ou les nouvelles technologies de banque. Et je pense que votre témoignage était quand même assez pertinent. Vous mettez en question cette autorité-là sans des mesures additionnelles. Ma connaissance, c'est que les banques ont réagi à ce commentaire-là de dire nous assumons la responsabilité de s'assurer que si on partage votre information avec ces entités-là, on va s'assurer que les normes de sécurité et de confidentialité sont aussi bonnes que les nôtres. D'abord, pas d'inquiétude, on vous assure. Mais dans ce cas-là, si jamais que leur moyen de supervision ou de sécurité n'est pas adéquat, on a-t-il le droit, comme citoyen, des poursuites ou des dommages qui peuvent encourir le fait qu'ils n'ont pas assuré la confidentialité de nos informations très personnelles? Je vais essayer de limiter ma réponse à la question de la responsabilité juridique des banques. Alors, pour ce qui est des atteintes à la sécurité des fuites d'informations, des divulgations non autorisées, par exemple, il y a un règlement qui va entrer en vigueur en novembre qui force les compagnies, dont les banques, à informer et le commissariat et les individus concernés lorsqu'il y a eu une divulgation non autorisée des renseignements d'un consommateur. Et on voit qu'il peut y avoir des recours, parfois des actions, des recours collectifs contre des compagnies, encore une fois, dont les banques, dans ces cas-là. Alors, il y a la possibilité d'une poursuite en justice. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'une divulgation non autorisée de renseignements? Et là, on retourne, entre autres, à la notion de consentement. Alors, les clients des banques, mais comme des autres compagnies, signent en cliquant ou en apposant leur signature réelle un contrat qui donne certaines conditions, entre autres, à l'utilisation des renseignements par la compagnie en question. Et ce serait extrêmement surprenant que les banques n'ont pas mis une clause en quelque part dans le contrat en question, qui généralement va être très long, les autorisant à divulguer les renseignements. Alors, le recours serait généralement non fondé parce que la banque serait capable de s'appuyer sur une clause du contrat qui les autorise à faire ce qu'elles font. Ce qui nous ramène à est-ce que la loi actuelle fonctionne? Alors, la loi actuelle est fondée en partie, pas exclusivement, sur la notion de consentement, mais qu'est-ce qu'un consentement éclairé et informé? Ça nous ramène au fait que les compagnies ont une extrême latitude de mettre dans les contrats ce qu'elles veulent, ce qui a pour effet de les autoriser à utiliser les renseignements. C'est quoi votre réaction d'abord au projet de loi qui a été proposé ici? Alors, je pense que les mesures sont insuffisantes pour protéger la vie privée. Puis, en termes d'approche dans le dépôt de projet de loi, mon point principal, c'est que le projet de loi donne une plus grande flexibilité aux banques
au motif que les nouvelles technologies et l'innovation demandent ça. Je ne suis pas un expert sur ce que demande l'innovation et les pratiques d'affaires, mais ce que je dis, c'est si le gouvernement, le Parlement pense qu'il est nécessaire d'accorder cette flexibilité-là additionnelle aux banques, ce qui est très possible, comme approche, le projet de loi devrait automatiquement se demander mais qu'est-ce qu'on fait pour adéquatement protéger la vie privée dans ce nouveau contexte-là? Et c'est ce bout-là de l'équation, à mon avis, qui manque. C'est privacy by design. Merci. Does anybody else want to jump in on the banks? Quelqu'un désire-t-il poursuivre cette discussion sur les banques? Non, ça va. Le sénateur Marwa voudra donner suite. Thank you, Alors, Chair. sénateur Marwa. Thank you to all the panelists for your comments. Merci. Merci pour vos commentaires. Donc, vous avez dit que la LPR-PDE devrait prendre de l'expansion pour améliorer nos lois en matière de vie privée et je ne suis pas contre du tout. Mais j'ai une question pour vous tous. Est-ce suffisant? Que se passe-t-il si les entreprises ne sont pas signataires de la LPR-PDE ou n'ont pas à se conformer? Qu'en est-il d'Amazon, de Google? Ils nous fournissent des services, mais soyons clairs, ils utilisent des données, ils recueillent des données pour faire des analyses, pour les vendre à quelqu'un d'autre. Ça, ce n'est pas couvert par la LPR-PDE. Comment pouvons-nous nous assurer de protéger nos renseignements personnels avec ces entreprises? Merci beaucoup pour votre question. Nous avons des questions de différentes entreprises tous les jours pour savoir quelle loi s'appliquera. Vous avez donné différents exemples. Lorsqu'il y a un processus de renseignement personnel de Canadiens qui font affaire au Canada, la loi s'appliquerait, la LPR-PDE s'appliquerait. Donc, devrait y avoir une reddition de compte dès le moment qu'il y a collecte de données de la part d'une entreprise. Il faudrait y avoir un consentement donné. Parfois, il y a certaines exemptions, mais il y aurait des mesures de sauvegarde. Il y aurait des droits à l'accès à ces renseignements. Il faudrait y avoir des obligations en matière d'exactitude des données. Il y aurait le droit à la correction et le droit de réadresser ou de rediriger. Et les Canadiens peuvent également porter plainte au commissariat à la vie privée. Donc, la loi s'appliquerait dans ce type de circonstances et cela devrait rassurer ceux qui sont inquiets. Qu'en est-il du milieu de la santé, des pharmacies? Est-ce que ça s'applique également, la LPR-PDE? En fait, nous avons des lois provinciales qui couvrent le tout au Canada. On se concentre souvent sur le secteur public et la LPR-PDE, mais nous avons 23 lois en matière de vie privée qui couvrent tous les niveaux, que ce soit provincial ou fédéral, dans le secteur privé. Donc, les pharmacies seraient couvertes en partie par certaines lois, et je dois dire que ces lois en matière de vie privée pour les pharmacies sont assez strictes. Commissaire Therrien? Oui, la LPR-PDE s'applique, mais avec toutes ses failles, ses bons côtés et ses mauvais côtés. Quand les entreprises étrangères font affaire au Canada, la LPR-PDE s'applique de façon globale, même chose pour les lois provinciales. Bien des renseignements personnels sensibles peuvent être collectés par ces entreprises. Nous devons nous concentrer sur la nature de ces renseignements personnels. Quels renseignements personnels sont collectés? Adam, bon, je suis d'accord avec la plupart de ses commentaires. Il n'est pas certain quant au concept de consentement éclairé. Je suis d'accord, ça ne devrait pas être une règle automatique. Par contre, quand un assistant personnel collecte une discussion d'une personne chez soi, on parle de renseignements personnels extrêmement sensibles. Donc, le consentement explicite devrait être obtenu du consommateur. Donc, l'assistant devrait dire « Monsieur, madame, vous allez recevoir toutes sortes d'avantages de la part de cet assistant personnel qui va vous
aider, mais nous allons recueillir des renseignements personnels. Donnez-vous votre consentement unanime explicite pour qu'on le fasse et nous voulons vous dire que ces renseignements pourraient être utilisés pour A, B, C, D, E. Donc, nous devons avoir le consentement explicite, nous devons savoir quel type de renseignements personnels et nous devons savoir comment seront utilisés ces renseignements personnels. Je crois que le problème, c'est que oui, la LPRPDE s'applique, mais qu'est-ce que ça fera? La LPRPDE donne un certain pouvoir d'action au commissariat. Au commissaire, vous pouvez dire, bon, il y a une loi en vigueur, vous pouvez porter plainte, puis il y a une enquête, et le commissaire peut estimer que votre plainte est bien fondée, mais c'est tout. Le commissaire n'a aucun pouvoir envers les entreprises. Le commissaire ne peut pas exhorter les entreprises à cesser de faire ce qu'elles font. Nous avons vu ce qui s'est fait récemment en Europe. Il y a eu déjà 3 ou 4 grandes plaintes de la part de grandes entreprises, ou plutôt par rapport à de grandes entreprises qui ne se conforment pas aux règles. Mais nous n'avons pas ces pouvoirs au Canada, je l'ai dit, depuis de nombreuses années. Donc, c'est une chose de dire qu'on a une loi, mais il faut également reconnaître que cette loi n'a aucun pouvoir en tant que telle. Si nous voulons protéger les Canadiens et les Canadiennes, nous devons nous assurer que la loi soit suffisamment sévère et c'est assez de puissance pour que le commissaire puisse agir. Car présentement, ce que vous faites, bon, c'est que vous portez plainte, la plainte est bien fondée, mais ensuite, vous n'avez aucun cours. Vous avez un recours juridique devant les tribunaux, mais voilà tout. Voilà ce que le commissaire peut faire. Il y a une limite dans ses capacités. Et je crois que c'est le problème. Nous allons passer à Mme Steve, puis nous allons revenir à M. Gardash. Quand on pense au type de renseignements personnels collectés, oui, c'est très important, mais ce n'est pas juste une question de données. Il faut savoir comment ces données sont utilisées. Donc, on examine ce qui se fait à Smart Bridges, dans différentes entreprises, entre autres à Toronto. Ces données sont collectées d'un peu partout et tout cela est mis dans un algorithme. C'est très important de parler des algorithmes dans nos discussions quand on parle de problèmes de vie privée. Les algorithmes n'assument pas nécessairement, ne présument pas que vous allez faire ou répéter vos comportements passés. Vous allez dire, bon, certaines personnes comme vous, que nous avons déjà dans notre algorithme, ont tendance à agir ainsi. Nous présumons que vous allez agir comme ces personnes. Donc, ça crée un certain résultat discriminatoire. Nous savons que les algorithmes font de la discrimination. Nous savons que les algorithmes ont plus tendance à discriminer les personnes qui, elles, sont marginalisées, beaucoup plus que les personnes non marginalisées. Donc, quand on se demande qu'est-ce qu'on doit ajouter aux lois, je crois que nous devrions avoir de la transparence en matière d'algorithmes. Nous devons nous assurer d'avoir une réduction de compte de la part des entreprises. Nous devons pouvoir savoir comment fonctionnent les algorithmes et comment pouvoir régler les algorithmes s'il y a défaillance. Et moi, pour ce qui est du consentement, j'aimerais pouvoir acheter un aspirateur sans qu'on sache où j'habite et j'aimerais pouvoir acheter un frigo sans qu'on me dise si j'ai besoin de lait ou pas. Le problème, c'est qu'il y a toutes sortes d'algorithmes maintenant dans l'infrastructure, dont le consentement ne sera jamais dans ces algorithmes, car ce n'est pas un problème d'infrastructure en tant que tel. Nous devons nous assurer, d'innover, même si certains sont cyniques, mais en créant ces systèmes, nous devons permettre aux gens de ne pas être pris dans cet imbroglio. Oui, il faut élargir la loi, cela ne fait aucun doute. Mais est-ce que ce sera suffisant? Et le fait qu'on traiterait la protection des données comme un droit de la personne, cela changerait tout à fait le cadre. Lorsque la charte a été présentée au Sénat, en fait, une charte qui précise certains droits fera en sorte que les tribunaux pourraient indiquer quels sont les buts. Quand je dis que les entreprises ont toute la liberté nécessaire, oui, les entreprises ont toutes sortes de données, mais si vous avez donné votre consentement, alors là, je ne peux pas faire grand-chose lorsque ces données se retrouvent dans les mains de Cambridge Analytica. Une dernière question, ensuite on va passer au prochain sénateur. Prochain sénateur, s'il vous plaît. J'aimerais souhaiter la bienvenue à Ethan Smith, qui est un député de la région de Toronto. Et le sénateur Down. Maintenant, vous avez la parole. Merci. J'aimerais remercier tous les panélistes. Je vais tenter d'être bref. J'aimerais
revenir sur les restrictions du commissariat à la vie privée. J'ai lu dans les médias au cours des dernières journées, j'ai lu qu'il y avait des mauvaises utilisations de données des employés de la RC qui auraient consulté des données des contribuables canadiens. On n'a pas donné de précision, mais donc, quel serait votre rôle si vous en avez un? Est-ce qu'on vous informe est-ce que l'agence vous informe? Est-ce que, en fait, vous êtes responsable des réprimandes? Comment est-ce que cela fonctionne? En fait, nous avons des discussions. Nous sommes en train d'avoir des discussions de nature générale avec les ministères impliqués. Nous avons fait une vérification de ce dossier des atteintes aux données de la RC il y a quelques années et je dois dire que l'agence a en fait pris des mesures pour tenter de remédier à la situation, y compris utiliser les mesures disciplinaires à l'encontre de ses employés. Bien sûr, l'agence informe ses employés quant à la nécessité de protéger les renseignements. Et bon, on voit dans l'histoire que cette information a ses limites et qu'il faut parfois prendre des mesures disciplinaires. Mais je ne suis pas responsable des mesures disciplinaires. Je suis assez, en fait, encouragée parce que l'agence a fait jusqu'à présent, mais ce n'est pas le cas dans tous les ministères. Savez-vous si les renseignements sur les contribuables ont été si l'agence a été notifiée de ce partage d'informations? Eh bien, ici, en fait, on parle des règles qui font en sorte qu'on soit mis au courant. Ça relève du Conseil du Trésor, mais il n'y a pas de mise en application de ces règles. Dans cette politique, on parle d'une atteinte à la vie privée importante. On demande si cette atteinte à la vie privée pourrait avoir des conséquences importantes. Alors ici, l'ARC doit déterminer si, lorsqu'une atteinte a lieu, si en fait cela pourrait avoir un effet important, de sorte qu'il faut en aviser le contribuable. Et s'il s'agit de renseignements financiers, alors... et donc, parfois on informe le contribuable, parfois non. Alors, la décision de dire si c'est important ou non, ça appartient à l'agence, déterminer si c'est un effet considérable. Alors, l'agence pourrait déterminer qu'il ne s'agit pas d'une atteinte considérable, mais ça pourrait être une atteinte considérable selon votre avis à vous. Oui, la décision est prise par le ministère. Ce n'est pas pris par la personne qui a commis cette atteinte, bien sûr. Parfois, il n'y aura qu'une note au dossier de l'employé, n'est-ce pas? Oui, mais il y a plusieurs mesures disciplinaires qui ont été prises, y compris, si je ne m'abuse, des congédiements dans certains cas. Mais vous n'avez pas été tenu au courant des mesures disciplinaires prises. Sénateur Mercer. Merci. Merci aux panélistes. J'ai une question assez simple. On revient ici souvent aux problèmes en cours. Ce ne sont pas des problèmes nouveaux. Et on parle de ce problème ici, aujourd'hui, et dans un an, on parlera d'un autre problème. Est-ce qu'on pourrait mettre en place un processus d'examen pour pouvoir anticiper les problèmes à venir? Pour le partage des données dont on est au courant et dont on n'est peut-être pas au courant. Donc, on offre une solution ici en disant, bon, on fait un examen
des renseignements personnels tous les ans ou 2 fois par année. Les gouvernements pourraient dire, bon voilà, il y a une nouvelle technologie utilisée. Comment pouvons-nous nous assurer de protéger les renseignements des Canadiens? Il me semble qu'au bout du compte, il faudrait s'assurer de ne pas devoir discuter de ce problème dans 2 ans. Il faudrait plutôt faire une mise à jour sur où on en est rendu pour bien protéger l'information des Canadiens. Ah, la bravoure. Qui veut en premier? Interestingly, with respect to PPIDA, Pour ce qui est de la LPR-PDE, la loi a une disposition, un examen aux 5 ans. La loi a été en fait adoptée en 2001 et il n'y a eu qu'un seul examen jusqu'à présent. Le processus a été prévu mais n'a pas été suivi. Donc, je pense qu'un examen aux 5 ans, c'est approprié. Cela nous permet de tenir compte des changements importants ayant eu lieu dans le domaine des données. Il y a une disposition prévoyant un examen quinquennal, mais il faut que cet examen soit mené, mais il n'y en a eu qu'un jusqu'à présent. So a good start would be to proceed with the stage. Il faudrait d'abord faire un examen, cet examen quinquennal. Excellente idée. Votre question touche à ce qu'Adam Kardashian disait il y a quelques minutes. On a dit qu'il est impossible avec l'évolution de la technologie de s'assurer que la loi qui sera adoptée en 2018 conviendra en 2023 ou 2030. Ici, le fait est que la technologie évolue. Ça revient à ce que M. Kardashian disait. J'aimerais apporter certaines nuances. Quel est le cadre juridique approprié pour ce domaine? Un domaine qui est en constante évolution et une évolution très rapide. La LPR-PDE se fonde sur des principes généraux. C'est neutre du côté des secteurs. On parle d'une application très vaste. L'idée, c'est d'avoir un cadre ici nous permettant d'anticiper les prochains développements technologiques. Le problème, c'est que la loi a été rédigée en utilisant des formulations très vastes. Alors, ça perd son sens. Le consentement, ça perd son sens. La reddition de compte, en fait, relève de l'entreprise en question. Alors, il faut créer des mécanismes pour pouvoir faire en sorte que ces principes deviennent applicables et tiennent compte de l'évolution de la technologie. Quels sont ces mécanismes? C'est un enjeu très complexe. Puisque au commissariat, nous défendons les droits des Canadiens, nous pouvons jouer un rôle. Nous pourrions un peu interpréter les principes par l'entremise d'une inspection. Alors, je ne sais pas si c'est la seule solution, mais voilà une solution. On pourrait jouer un rôle de leadership. Les organisations pourraient prendre un engagement, surtout les partis politiques. Les partis politiques pourraient s'engager à jouer un rôle de leader. Pour ce qui est de la gestion de leurs propres listes, qui sont très volumineuses. Si un parti est conforme, il faut le dire. Et ensuite, il faut faire savoir aussi lorsque les partis ne sont pas, qu'un certain parti n'est pas conforme. Les partis politiques voudront qu'on sache qu'on respecte la loi. Oui, la reddition de comptes
c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Il faut une vérification par une partie tierce. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé s'il pouvait y avoir une recommandation, savoir un examen tous les ans ou tous les 2 ans. Peut-être que le commissaire pourrait s'en occuper, peut-être qu'un comité spécial de parlementaires pourrait s'en occuper. Étant donné justement que la technologie évolue et le domaine du partage des données évolue également. Quelqu'un d'autre aimerait intervenir? Non? Bon, très bien. Sénatrice Cordy, merci de vos exposés. Bon, ça fait un peu peur, mais j'aimerais revenir à cette question du consentement éclairé. Monsieur Steves, vous avez dit que parfois on peut approuver, donner notre consentement pour une partie seulement et pas l'ensemble. Quelqu'un m'a dit que je devrais couvrir mes caméras à la maison parce que quelqu'un pourrait en fait m'observer. Si vous prenez l'avion vers Ottawa à lundi, si vous prenez l'avion vers Ottawa lundi et que là, vous voyez des notifications pour des hôtels et des restaurants à Ottawa, vous savez, c'est effrayant tout cela. Les gens savent où vous vous trouvez. Et bon, c'est bien si vous vous perdez parce que les gens pourront vous retracer. Mais il faut définir ce qu'est le consentement éclairé. Comment peut-on s'assurer d'avoir le bon consentement? Vous avez parlé des 3 options pour Facebook, M. Levin. Et cela montre qu'on est en fait très vulnérable. Parfois, les gens veulent obtenir accès à nos données pour de bonnes raisons, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, par où commencer? Monsieur Levin, merci. J'aimerais revenir sur le consentement et vous parler de mon interprétation du consentement. Bon, le consentement, vous savez, les gens y voient un concept qui nous permet d'avoir une autonomie sur nos données ou un contrôle sur nos données, mais depuis que ce concept a été créé, il y a 40 ou 50 ans, eh bien, tout a changé. On parle ici de pouvoir de protection. Le consentement éclairé, ça a changé. C'est devenu un outil pour les entreprises, un outil de protection pour les entreprises qui peuvent s'assurer qu'elles ne sont pas responsables. Et nous avons le choix de décider ce qu'on veut partager. À l'époque, quand vous rentriez dans un magasin et qu'on vous demandait vos renseignements personnels, vous pouviez dire oui ou non. Alors, on avait le choix de consentir ou non. Mais le monde a beaucoup changé depuis. Ce consentement, c'est maintenant devenu un outil permettant aux entreprises de gérer leurs responsabilités. Il s'agit d'outils juridiques utilisés par les entreprises pour se protéger. Alors, la question qui se pose est la suivante. Si ce concept ne fonctionne plus, par quoi doit-on le remplacer? Pour Facebook, voici ce que je proposais. Bon, il faut penser au modèle d'affaires. Si le modèle d'affaires est fondé sur l'utilisation des renseignements personnels, eh bien, il faut protéger les utilisateurs de ce modèle d'affaires. Il faut donner aux entreprises une autre option pour faire de l'argent tout en donnant meilleur contrôle aux utilisateurs. Donc, Facebook pourrait offrir 1, 2 ou 3 options. Il pourrait y avoir une norme juridique
concernant une collecte raisonnable des renseignements. Mais il faut avoir les pouvoirs réglementaires pour imposer une sanction. Si, à la fin d'une enquête, vous déterminez que ce qu'une entreprise a fait, en fait, n'était pas légitime. Et s'éloigner d'un modèle où on doit cliquer pour donner son consentement. En cliquant, on donne notre consentement, mais là, on dirait, voilà ce que vous faites en tant qu'entreprise, ce n'est pas légitime, nous imposons une amende, vous ne pouvez plus faire cela. Au Canada, nous n'avons pas la possibilité d'imposer des sanctions. On tente de sensibiliser les utilisateurs par rapport à ce principe de consentement éclairé. Merci de la question. J'aimerais vous parler des questions qu'on reçoit de la part de nos clients. Ça pourrait permettre d'établir un peu le contexte. Qu'est-ce que le consentement et comment cela s'emboîte dans le principe de la vie privée? Bon, je comprends ce qui a été dit du point de vue de la protection des entreprises. Les entreprises viennent nous voir et ils ne nous disent pas de cette façon-là, mais elles nous disent comment utiliser les données de façon respectueuse. Toutes les entreprises se tournent vers nous pour dire, bon voilà, on est un peu une entreprise de données. Et la confiance, maintenant, est perçue comme étant un élément essentiel pour assurer leur viabilité. Et les entreprises comprennent qu'ils doivent bien utiliser les données de leurs employés, de leurs clients également. Alors, comment pouvons-nous aider du côté du consentement? Eh bien, la loi est claire. La LPRPDA a été modifiée. Il y a cette disposition 6.1 indiquant qu'est-ce qu'un consentement valable. Et ensuite, il y a des dispositions dans l'annexe qui dit qu'est-ce qu'un consentement explicite ou implicite. Mais vous savez, on vit dans un monde très complexe. Les gens sont très occupés. Et parfois, on a besoin de données. Vous savez, moi, je formule des documents portant sur le cheminement des données. C'est complexe. On essaie de vulgariser l'information pour des gens ayant une 6e ou une 7e année, mais c'est très difficile. Alors, ce qui se passe avec ce consentement éclairé, c'est qu'il faut faire en sorte que les gens soient bien informés. C'est difficile. Il y a bien sûr des pratiques exemplaires et le commissariat a beaucoup d'informations, beaucoup de suggestions. Mais le grand défi du côté du consentement, c'est qu'un consentement valide peut être révoqué. Alors, si vous donnez votre accord, vous devez pouvoir révoquer cet accord. Et dans plusieurs contextes, ça fonctionne très bien. Certains ont dit « Excusez-moi, je ne veux pas cocher un X ici et là, mais dans le contexte actuel, en fait, moi, j'exhorterais le comité à ne pas penser au contexte actuel. Pensez en fait à tout ce qui se passe bien et pensez à l'avenir dans 5 ans où les données sont à l'épicentre de toute structure. Si on parle de consentement
éclairée de révocation. C'est très difficile de gérer tout ça. Je ne dis pas que les organisations ne devraient pas faire cela, mais c'est difficile pour deux raisons en particulier. Entre autres, il y a des activités de traitement de données qui sont de plus en plus sensibles, mais qui sont essentielles pour le fonctionnement des opérations des entreprises. Donc, avec l'intelligence artificielle, par exemple, aujourd'hui, c'est très important. Toutes les entreprises, même les PME, qui veulent créer de l'emploi et de la croissance, tirent profit de toutes ces nouvelles options pour fournir des services. C'est l'avenir de l'économie. Si vous donnez une option de révocation de consentement pour que les entreprises comprennent leur consentement, certains se demandent pourquoi ce n'est pas possible, mais la vérité, c'est que c'est très difficile de faire cela. Les entreprises commencent à faire certaines choses. Je suis consciente de tous les défis. Ça prendra du temps. Nous aurons besoin de beaucoup de discussions comme celles que nous avons aujourd'hui. Mais il semble que de plus en plus, certains se départissent de l'idée que le consentement est la seule option possible. Donc, certains envisagent davantage une option holistique. Donc, le traitement respectueux de données. Tout cela fait partie de la gouvernance. Même chose pour la transparence. Je suis désolée, je dois vous interrompre. Pardon. Mais une panoplie de facteurs peuvent être utiles. Pardon. Je suis d'accord. Quand on dit que le consentement, c'est oui ou non, ça peut créer des problèmes. Mais je crois qu'on peut y remédier assez facilement. Par exemple, nous pourrions utiliser des normes en matière de vie privée qui peuvent être mis à défaut ou à privé. Donc, on a des applications pour enfants qui ont ce type d'option. J'ai fait une analyse des 50 applications il y a quelques années et seuls 13% avaient une option de consentement par défaut. Donc, si vous ne voulez pas que le GPS soit utilisé sur votre téléphone, il ne sera pas utilisé. Le problème avec le consentement, en fait, c'est important de maintenir ce consentement car on ne peut remplacer le consentement avec la gouvernance. Que ça veut dire qu'on n'a plus d'exigence de base. On veut avoir une exigence de base. Le consentement, faute de quoi, ce serait un grave problème. Et le consentement va rester à l'épicentre de nos discussions et ce pour fort longtemps. Le commissaire Terrien voulait ajouter quelque chose? Oui, très brièvement. Pour revenir à votre question quant au consentement éclairé nécessaire, je dois vous avouer que la définition est très vague et complexe. Donc, c'est difficile de se baser sur une définition pour aller de l'avant. J'aimerais faire écho à ce que la docteure Steve vient de dire. Ce n'est pas parfait, mais on ne devrait pas se départir du consentement. Ça fait partie de la solution. Et avant d'avoir de nouvelles lignes directrices en la matière, la semaine dernière, nous avons consulté différents intervenants de différents groupes et différentes organisations et ça a été très clair. La grande majorité de ceux que nous avons consultés veulent que le consentement demeure partie prenante du processus, car ça protège l'autonomie dans certains cas. Ça ne fonctionnera pas toujours. Toutefois, dans certaines circonstances, le consentement peut fonctionner s'il est libre et éclairé, si la définition est claire, et si c'est décrit dans les lignes directrices. Mais ça ne fonctionnera pas toujours. Data analytics, en intelligence artificielle, c'est très difficile de faire appliquer un modèle. Voilà pourquoi le gouvernement, l'année dernière, on a dit l'année dernière que le gouvernement devrait examiner d'autres options pour les données, entre autres l'intérêt légitime. C'est un concept qui existe grâce aux nouvelles lignes directrices en Europe. Donc en Europe, le consentement, ce n'est pas le seul facteur dans le traitement de données. Il y a d'autres facteurs, d'autres critères. La structure globale est une structure robuste, solide. Nous devons avoir des discussions en ce sens. Bien. Nous avons 3 sénateurs. Sénateur Joyal,
Puis, nous avons un orateur dans le public qui voudrait prendre la parole également par la suite. Donc, sénatrice Gagné. Vos excellentes présentations, bien appréciées. Et je pense que la réponse de M. Kardash à la question de la sénatrice Cordy a quand même ouvert la porte à toute cette question d'éthique professionnelle. Et puis, je me suis posé la question à savoir si, ce que je comprends, c'est que le cadre juridique actuel fournit des outils pour assurer l'autorégulation éthique des politiques d'entreprise. Je pense qu'il y en a d'autres à développer de façon à pouvoir l'améliorer, mais moi, on a vu depuis les années 70 quand même on tente de développer un environnement beaucoup plus éthique dans le cadre des entreprises et des organisations au Canada. Moi, je vous entends plutôt sur le sujet des limites de l'éthique professionnelle dans toute cette question de protection des données. Who wants to... Qui désire en dire davantage à ce sujet? Commissaire Terrien? Ça revient à la notion juridique dans la LPR-PDE de responsabilité ou de accountability. Moi, j'accepte que plusieurs compagnies essaient d'agir de façon éthique et certainement légale et vont développer des procédures pour les aider à arriver à cet objectif, ce qui comprend dans certains cas des règles d'éthique et parfois certaines, en matière de santé, par exemple, on consulte les hôpitaux ou les autorités en matière de santé vont consulter des comités d'éthique pour savoir comment bien gérer les renseignements évidemment très sensibles qu'ils gèrent. Alors tout ça, c'est très bien et c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. En particulier lorsqu'on parle d'organisations commerciales dont le but, évidemment, est de faire des profits et de faire des profits à leurs actionnaires. C'est leur but premier, de façon certainement légale, idéalement éthique, mais leur première préoccupation, ce n'est pas d'agir de façon éthique, c'est de produire des profits. Alors, la limite de l'éthique, c'est qu'il faut qu'il y ait des organismes étatiques, des tiers, indépendants, qui protègent l'intérêt public pour s'assurer que ces principes-là d'éthique ou de responsabilité ou de accountability sont appliqués de façon réellement propice à l'intérêt public. Monsieur Kardash, merci beaucoup. Je vais tenter d'être un peu plus bref cette fois-ci. Merci beaucoup pour votre question, Madame la sénatrice Gagné. Bon, alors, dans la majorité des cas, les entreprises nous disent que la durabilité à long terme est tout à fait nécessaire pour ce qui est du traitement éthique des données. On en entend de plus en plus parler. Cela étant dit, ce qui est très intéressant, c'est que la LPR-PDE a certaines dispositions, la section 5.3, voulant que les organisations ne peuvent utiliser les renseignements que pour des mesures appropriées. On pense au cas Spencer qui s'est retrouvé devant la Cour suprême. La Cour suprême du Canada s'est penchée sur cette idée de caractère raisonnable d'utilisation des données. Donc, nous avons des discussions à cet égard. Et je veux également qu'on parle du travail du commissaire à la vie privée au Canada. Il y a 2 projets basés sur l'éthique en matière de données. Nous avons contribué grâce à la Fondation de réduction de comptes qui explore certains concepts. Donc,
Quel est le type de questions que les organisations devraient poser alors qu'elles entament une évaluation de données pour être de plus en plus éthiques? Il y a également un autre projet qui est fondé par le commissariat et qui vise à savoir s'il y a eu suffisamment de surveillance pour un certain projet. Donc, comment pouvons-nous surveiller le tout pour que ça fonctionne? Beaucoup de discussions très utiles se produisent à l'heure actuelle. Je vais conclure. Inaudible. J'aimerais ajouter quelque chose. C'est une question éthique de base. Les entreprises veulent faire du profit, mais comment font-elles leur profit? Apple, le PDG de Apple a dit, il y a un choix à faire. C'est un choix éthique. Traitez-vous vos utilisateurs à titre de produit ou autrement? Quand vous vendez des publicités à d'autres entreprises, vos utilisateurs, vos clients deviennent vos produits. Et quand vous vendez un service, que ce soit les médias sociaux, par exemple, qui a une valeur sociale et des bénéfices sociaux importants, et que si vous vendez cela comme un service, c'est différent. Donc, l'obligation éthique fondamentale, c'est de voir que faites-vous à titre d'entreprise. Vous devez vous assurer qu'il y a différentes options pour vos consommateurs. On peut parler de ce qu'on veut, mais le PDG d'Apple a dit, nous avons dit que nous allions vendre un service. Et voilà pourquoi nous allons... C'est pourquoi nous voulons prélever de l'argent. C'est ce que le PDG a dit. Madame Steves, je suis tout à fait d'accord. Les conseils fondateurs, les 3 conseils fondateurs qui font beaucoup de recherches, ont beaucoup pensé au caractère éthique en matière de données privées. Bien. Alors, je vais inviter une personne dans la salle à venir poser sa question. Si quelqu'un désire poser des questions par la suite, faites-moi le savoir. Nous avons Pierce White Jongas de l'Université Carleton. J'espère que le micro fonctionne. Merci beaucoup. Monsieur et Madame la Présidente, merci, honorables sénateurs et chers invités. J'ai une question concernant le consentement. Un peu partout au Canada, mais à l'international également, les définitions varient en matière de consentement. Au Canada, le consentement a une définition différente par rapport au secteur privé en Ontario. J'ai une question pour tous. Quel pourrait être le cadre législatif avec toute cette disparité de définition de consentement? Il y a des variations en matière de définition. Je crois que c'est difficile pour moi, par exemple. Moi, je suis responsable de 5 lois en matière de vie privée, donc au niveau provincial ou fédéral. Donc, je dois tenir compte de 5 lois différentes et c'est très difficile. Donc, comment pouvons-nous envisager le cadre législatif à l'avenir afin de nous assurer d'avoir une certaine uniformité? Merci. Qui désire répondre? Monsieur Kardash? C'est un défi de plus en plus présent. Je l'ai dit, nous avons 33 lois au pays en la matière et ça varie d'un contexte à l'autre. Donc, les entreprises, sans cette harmonie dans le cadre législatif, les entreprises doivent y aller presque donnée par année pour voir qu'en est-il de cette donnée, qu'est-ce que ça comprend, ces données, et voir quel cadre réglementaire s'applique. Bien souvent, 2 ou 3 cadres législatifs, sinon pas 15, pourraient s'appliquer. Cela étant dit, tous ces cadres législatifs traitent d'un principe assez uniforme. Donc, le principe du consentement. On parle d'une codification du principe de la common law. Et la LPR-PDE est un bon point de départ. Si vous vous fiez aux normes de la LPR-PDE, ça va.
D'autres lois sont beaucoup plus trop prescriptives. Mais nous en sommes avec un bon point de départ. J'aimerais poursuivre dans la même veine. Oui, en fait, la Cour suprême du Canada se penche sur ces concepts et les principes sont importants. Moi, je pense à une loi un peu parapluie qui donne un certain contexte global afin que chaque loi concernée par la loi globale nous assurerait une certaine certitude. Il y avait la charte australienne qui est un bon exemple de principe. Avons-nous répondu à votre question? Président, I would like to come back on the J'aimerais revenir à ces règlements européens. Selon ce qu'on a dit, ça protège les utilisateurs afin que les utilisateurs pourraient donner leur consentement quant aux données personnelles recueillies et qu'ils ont droit d'avoir accès à ces informations. Voilà les règlements européens qui entreront en vigueur incessamment si ce n'est pas déjà le cas. J'ai l'impression que la proposition du gouvernement voulant qu'on devrait réglementer les données collectées par les partis politiques reflète cela. Toutefois, ça ne protège pas l'utilisation de ces renseignements. Avoir des renseignements sur un groupe de personnes, ces renseignements ont une valeur commerciale. Si vous utilisez toutes ces informations, vous pouvez le faire de la façon dont vous voulez. C'est ce que Cambridge Analytica a fait. Cambridge Analytica avait accès à tout un groupe de renseignements. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait avec ces renseignements. Il pouvait les vendre, les utiliser, intervenir dans différents contextes. Donc, la proposition que nous avons semble traiter seulement une partie de la réalité. La réalité de l'Internet, de Facebook, des fournisseurs de services sur Internet auxquels les utilisateurs ont accès. Ça protège les consommateurs d'une certaine façon, mais le fait est que tous ces renseignements représentent une valeur commerciale, marchande, et les entreprises peuvent en faire ce qu'elles veulent. Donc, j'ai l'impression qu'on devrait prendre un pas encore plus loin. On devrait se rendre encore plus loin. Comme l'a dit M. Terrien, nous devons nous assurer que la loi n'est pas désuète une fois alors qu'on l'adopte. Nous devons nous assurer de traiter ce problème de groupe de données. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est... Bon, il faut protéger le droit d'un citoyen à contrôler les données qui le ou la concernent. Cela ressemble à ce que représente la LPR-PDE. Si j'ai une plainte à faire, je peux vous formuler ma plainte, monsieur le commissaire, puis vous faites enquête et vous proposez certaines mesures correctrices. Mais nous avons des millions de personnes qui ont leurs renseignements personnels dans un seul service Internet et cela représente une ressource qui peut être échangée, vendue, utilisée et on n'a aucun mécanisme de contrôle en la matière. Donc, c'est un problème très significatif en matière de protection de données personnelles, à moins que je ne comprenne pas. Alors, s'agit-il d'un grand défi? Eh bien, je suis d'accord. La proposition dans C76 n'est pas suffisante du côté de la protection des données. Pour revenir à ce que vous disiez, sénateur Joyal, bon, pour ce qui est de l'agrégat des données, l'utilisation des données, si je regarde les dispositions du projet de loi C76, ce qu'on propose ici, tout simplement, c'est que les partis publient des politiques
sur la vie privée. Alors, je parle de 254.1 qui est 1K5. On dit qu'il faut que les partis établissent des politiques concernant la collecte des données. Alors, les partis doivent divulguer la façon dont ils vont recueillir l'information, analyser l'information, agréger l'information. Ça ne dit pas comment les partis doivent s'y prendre. Alors, les partis pourraient publier cette information de façon très conviviale et dire aux utilisateurs, aux gens, nous allons utiliser ces données pour mieux connaître vos intérêts à titre de citoyen de ce pays. Alors, cette disposition ne vaut rien. C'est un énoncé. Ça ne dit pas si l'information doit être, si on doit définir les renseignements. Il n'y a pas de lien fait entre l'élément de la politique du projet de loi et le principe de la LPR-PDE, et il n'y a pas non plus de supervision faite par une tierce partie pour voir si les règles sont suivies dans la réalité. C'est un premier pas, mais ce n'est pas très complet. Vous avez soulevé des préoccupations et je crois que c'est là la raison pour laquelle on devrait offrir une version sans renseignement. Les utilisateurs, en fait, on doit pouvoir dire aux entités qu'on ne veut pas que nos renseignements soient utilisés. Souvent, on dit, bon, une fois que les données sont anonymisées, vous n'avez plus à vous préoccuper. On dit, bon, un homme de race blanche dans la cinquantaine qui vit à Toronto, mais le but, c'est d'établir un profil le plus précis possible. Il y a l'intelligence artificielle, les mégadonnées et des algorithmes très performants. Alors, il faut les gens doivent pouvoir dire, je ne veux pas participer à tout cela. Il y a peut-être une conséquence, peut-être que je devrais payer des frais et je n'aurai peut-être pas d'informations lorsque j'arrive à Ottawa ou à Halifax, mais c'est mon choix. Et je pense que cela nous permettra d'atténuer les préoccupations par rapport aux données agrégées. Je ne pense pas que l'argument qui dit, bon, les données sont anonymes, vous n'avez pas à vous préoccuper, je pense que cet argument ne tient pas la route. Très bien, merci. Monsieur Smith, notre collègue député. Bonjour, je représente la Chambre, j'imagine. Si vous ne me connaissez pas, à l'époque, j'étais un stagiaire en droit, j'étais dans le droit privé et je suis maintenant coprésident du comité de la Chambre. Étudiant cette question, nous avons fait des recommandations pour améliorer la LPR-PDE. Nous nous sommes penchés aussi sur Cambridge Analytica et hier, on a reçu un témoin, M. Wiley. Nous l'avons entendu pendant 3 heures. Nous avons formulé différentes recommandations et il y a plusieurs commentaires qui ont été faits qui sont liés à ces recommandations, mais il faut qu'il y ait un débat. Vous avez parlé du fait que le GRPD était trop prescriptif. Mais lorsqu'on décidera d'un bon règlement, il faudra voir la capacité d'appliquer ce règlement. Nous avons formulé des recommandations 4 pour les pouvoirs d'application. J'aimerais que notre témoin en parle. D'abord, que le commissaire puisse prendre des ordonnances, puisse imposer des amendes. J'aimerais savoir si les amendes du GDPR sont efficaces. On parle de 500 000 livres au Royaume-Uni. On a dit que le commissaire devait avoir le pouvoir discrétionnaire de
faire enquête ou non. Le commissariat doit pouvoir décider de comment il utilise ses ressources. Lorsque les entreprises font des profits avec l'utilisation des données, les entreprises doivent perdre de l'argent si elles utilisent mal des données. Qui veut se lancer? Monsieur Levin. J'ai une réponse assez simple. Je suis d'accord avec toutes vos recommandations. Je pense qu'il était temps de formuler ces recommandations. Bon, au moins depuis, il aurait fallu avoir ces recommandations mises en place au moins depuis le premier examen de la LPRPDE. Moi, je pense que tout cela relève de la volonté politique. Il faut voir si les représentants vont vouloir agir. Le Parlement prendra une décision, le ministère va devoir agir. Le gouvernement en place doit décider s'il veut agir en la matière. Je crois qu'il est important d'avoir une discussion en profondeur sur la nature des pouvoirs d'enquête, ou d'application plutôt. Je pense que là, nous avons l'occasion de tracer la voie. On a vu la GDPR en Europe. Nous pensions que nous avions un bon modèle, mais il faut apporter des changements, c'est nécessaire. Peut-être que certains pouvoirs d'application pourraient nous être utiles. Des pouvoirs adaptés, bien sûr. J'aimerais vous parler de mon expérience pour ce qui est de clients dans différents secteurs qui, en fait, étaient visés par une enquête du commissaire à la vie privée du Canada. Il y a toutes sortes de pouvoirs en place, des pouvoirs qui sont très efficaces. La majorité des enquêtes finissent par une conclusion où l'entreprise, en fait, est surtout préoccupée par la confiance et pas l'amende. Et avant la fin de l'enquête, normalement, l'entreprise a déjà tout revu ses processus. Alors, juste le fait qu'il y ait enquête, c'est très efficace. J'aimerais qu'on se penche sur les circonstances ou les cas où l'application n'a pas été efficace. Je pense que nous sommes très près des États-Unis, donc nous comprenons comment ils fonctionnent, mais notre modèle ressemble surtout à celui de l'Europe, mais nous pouvons avoir notre propre approche. Les pénalités extrêmes du GDPR ne nous permettraient pas d'atteindre nos objectifs du côté de la protection des renseignements. En tout cas, je ne le crois pas. Ces données, en fait, valent beaucoup d'argent. Le commissariat a un énoncé de politique sur son site web disant aucune organisation doit utiliser le suivi en ligne pour des enfants. Mais j'ai fait un suivi et 96% des sites que j'ai visités, en fait, font le suivi des utilisateurs. Alors, c'est très préoccupant. Je pense qu'il faut des pouvoirs d'application et des amendes. Je suis d'accord avec les 4 recommandations. Ce n'est pas surprenant. Mon ami Adam Kardash parle de la réputation comme d'un élément important. Et oui, c'est le cas. Mais aussi, ce qu'on entend de l'industrie et d'autres joueurs au Canada et à l'étranger
à l'étranger, c'est que pour les présidents de compagnie, d'être visés par une amende, d'être visés par des recommandations de la part d'une autorité de réglementation, eh bien, cela fait toute la différence. Cela a une incidence sur l'allocation des ressources pour la protection des renseignements personnels. S'il n'y a pas d'amende, les entreprises ne sentiront pas qu'elles sont obligées d'investir dans la protection de la vie privée. Les règlements, c'est important, mais ce n'est pas tout. Les ordonnances, les amendes, ça va être nécessaire dans certains cas parce que ce n'est pas toutes les entreprises qui veulent agir de façon responsable. Et même les compagnies responsables pourraient faire erreur. Alors, c'est nécessaire. Si nous avions ces pouvoirs, cela ne veut pas dire qu'on se dépêcherait, en fait, nous continuerons, qu'on se dépêcherait à les utiliser, nous continuerions, en fait, à faire de la sensibilisation auprès des entreprises, à fournir des conseils également, parce qu'il n'est pas très utile de seulement taper sur les doigts et imposer des amendes. Ça ne doit pas être la seule stratégie. Il ne faut pas que ce soit la seule stratégie. Alors, nous continuerions à travailler avec les entreprises. Et je vais m'arrêter ici. J'aimerais demander aux députés où en sont rendues ces recommandations formulées en février. Eh bien, nous attendons la réponse du gouvernement qui a 120 jours pour répondre. Le projet de loi C-76 est lié à notre travail, c'est lié à la modernisation du système électoral. Nous avons produit un document d'information sur la question pour dire ce qui est inclus, ce qui n'est pas inclus. C'est vous qui étudiez la question? Oui, c'est chez nous. Et par rapport à C-76, je dirais que, bon, il y a eu l'étude sur Cambridge Analytica que nous sommes en train de mener et nous aurons sûrement d'autres recommandations à faire du côté des partis politiques. Il y a le commissaire de la Colombie-Britannique et du Royaume-Uni qui sont venus nous dire les dispositions liées à la protection de la vie privée s'appliquent et tout continue à bien tourner chez nous. Le projet de loi C-76 n'assujettisse pas les partis politiques à la LPR-PDE. Non, les assujettit qu'aux politiques de protection de la vie privée. Très bien. Alors, c'est très intéressant. Il faudra décider de ce qu'on veut faire. Nous devrons étudier le projet de loi C-76 sous peu. Il faudra bien l'examiner, voir ce qui tombe sur le projet de loi, ce qui n'en fait pas partie, etc. Il faudra aussi prêter main forte à nos collègues de la Chambre des communes pour ce qui est des recommandations formulées en février. Ça a été des discussions très fructueuses et ce sera encore plus fructueux si nous faisons suivi. L'importance de la protection de l'enjeu démocratique qui se présente devant nous, l'importance d'agir correctement, mais aussi plus rapidement, compte tenu du développement faramineux de la collecte des données personnelles, que ce soit par des entreprises privées comme publiques. Alors, je souscris tout à fait, et je pense que les collègues sénateurs aussi, à ce que vient de dire le sénateur Eagleton. Il nous faut au Sénat trouver un moyen de poser ou de porter en temps opportun un deuxième regard attentif sur cette question. Alors, merci de votre contribution. Vous avez soulevé
des enjeux intéressants. Il y a des pistes de solutions aussi particulièrement intéressantes et l'examen de C-76, espérons le plus tôt possible, sera une formidable opportunité pour nous. Et je vois que le sénateur Mercer voudrait peut-être avoir le mot de la fin, et pourquoi pas. Sénateur Mercer? Well, colleagues, J'aimerais qu'on témoigne notre reconnaissance au sénateur Eagleton. the Senate, and I wanted to make sure. Il célébrera ses 75 ans cette année et devra nous quitter. Alors merci de votre travail et merci à la sénatrice de Saint-Germain également. Le sénateur Cordy remplacera le sénateur Eagleton dans ce dossier. Oui, et il sera là en septembre. Nous aurons la chance de l'avoir parmi nous encore pour une dernière réunion. Merci aux témoins et sur ce, la séance est levée.